Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une très vieille imprimante à jet d'encre de chez HP, la HP OfficeJet 710. Alors cette imprimante va peut-être dire quelque chose à certaines personnes qui, on va dire, ont connu pas mal de trucs en informatique depuis leur naissance, mais pour les petits jeunes d'entre vous, vous ne voyez certainement pas du tout quel est ce modèle d'imprimante. Mais cette imprimante était à une époque extrêmement répandue dans les bureaux, etc. C'était un modèle qui s'est extrêmement bien vendu, enfin pas forcément ce modèle en particulier, mais tous les OfficeJet 600, 700 qui ressemblent plus ou moins à ça, et vous allez voir qu'elle a quelques petites particularités assez intéressantes. Elle, comment dire, c'est pas une imprimante qui fonctionne comme n'importe quelle imprimante que l'on peut voir de nos jours. Il y a quelques petites choses qui ont disparu, comme par exemple, vous demandez peut-être pourquoi il y a des numéros ici, et vous vous dites peut-être, c'est juste une imprimante à jet d'encre, je vois pas pourquoi on ferait une vidéo là-dessus, à moins qu'il y ait des trucs rigolos ou je ne sais quoi. Mais non, c'est une imprimante qui marche très bien. En réalité, j'ai pas vraiment de reproche à faire à cette imprimante. HP, ce qui est une marque que je n'aime pas forcément pour les ordinateurs, on va dire bas de gamme, parce qu'ils font vraiment que de la merde, est une marque qui fait des imprimantes à jet d'encre toujours très bonnes, encore aujourd'hui, même les modèles les moins chers, parce qu'ils ont pris le parti de faire un truc assez spécial, qui est que sur leur modèle bas de gamme, la tête se trouve directement sur les cartouches. Donc si vous vous retrouvez avec une imprimante bouchée, il suffit juste de changer les cartouches. Donc ça c'est une excellente idée, et cette imprimante fait partie de celles qui avaient ça. Alors cette imprimante date de 1999, et elle fonctionne toujours très bien. Il y a juste eu besoin de regraisser quelques trucs. Alors elle fait des petits bruits assez sympathiques. C'est pas trop si vous entendrez grand chose, mais bon, elle est relativement silencieuse pour une vieille imprimante comme ça. Moi je me rappelle d'une imprimante Epson qui faisait beaucoup de bruit. D'ailleurs j'en ai encore une pratiquement du même modèle qui fait tout autant de bruit. Celle-là reste très silencieuse par rapport à beaucoup d'imprimantes. Le chariot fait pas beaucoup de bruit au déplacement, enfin logiquement vous devriez absolument rien entendre. Alors là il y a un petit cadran et il me demande la date. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, la raison pour laquelle on demande la date, c'est parce qu'en fait, cette imprimante fait aussi fax. Alors, c'est marqué sur le truc, il y a marqué que ça fait imprimante, fax, photocopieur et scanner. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire, photocopieur et scanner, où est-ce qu'ils l'ont mis le scanner? Non, il est pas là-dessous. Ça, c'est juste le truc pour accéder aux cartouches, comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer les fameuses têtes dont je vous parlais. Donc voilà la cartouche noire, pouf. Au bout, sur le côté ici, vous avez les têtes. Alors bien entendu, je vous apprends pas grand chose si vous avez une imprimante HP chez vous et si vous avez déjà eu des imprimantes avec les têtes directement sur la cartouche. Mais voilà, en gros, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change les cartouches, on change la tête, donc il n'y a pas de problème d'usure ou je ne sais pas quoi à déplorer. Ensuite, vous avez la cartouche couleur. Alors, je lui ai enlevé son petit chapeau, parce que j'ai essayé de la re-remplir, même si c'est franchement, on va dire, une entreprise périlleuse et un résultat lamentable. Parce que c'est une vieille cartouche qui doit dater, on va dire, de 2005, ou un truc comme ça, de l'époque où l'imprimante était encore utilisée. Donc voilà, si on arrive à enlever le petit chapiteau, là, qui se met par-dessus, ce truc, eh bien, on arrive à accéder au trou de remplissage. Alors vous voyez que là, franchement, ils ont quasiment inventé la cartouche inviolable, parce que pour enlever ce truc en plastique dessus, il faut y aller au cutter, quoi. Faut littéralement couper le plastique, sinon on n'y arrive pas. C'est vraiment n'importe quoi, et je me demande pourquoi HP n'a pas continué à faire ça sur leurs nouvelles imprimantes, parce que très franchement, s'ils veulent pas qu'on remplisse leurs cartouches, ça c'était une bonne idée. Donc l'imprimante me demandait de réinsérer la cartouche couleur, parce que c'est une vieille cartouche et elle est complètement foireuse, il faut que je la change si j'ai envie de réimprimer en couleur avec ce truc. Parce que ça fait des faux contacts de temps en temps, donc je dois l'enlever et la remettre. Ensuite, donc je vais vous décrire un petit peu comment est fait l'intérieur de cette imprimante. Donc vous avez ici, ploup, un petit quelque chose qui est en réalité les rouleaux et le petit truc réfléchissant du scanner. Oui, c'est un scanner en fin de compte qui avale les feuilles et qui les fait passer comme ça, comme si c'était une impression. Alors, certaines personnes ont sûrement déjà vu ça, bien sûr, ça c'est normal, c'est pas si peu répandu que ça. Mais voilà, si ceux qui ne l'ont jamais vu, vous voyez qu'on pouvait faire des scanners de cette manière-là. C'est un scanner couleur, c'est aussi une imprimante couleur, comme vous l'avez remarqué, mais quand on lui fait faire des photocopies, elle ne les fait qu'en noir et blanc. Parce que ce type de scanner, le problème c'est qu'on peut pas scanner une partie de la feuille et imprimer une partie de la feuille, puis rescanner la suite de la feuille, puis imprimer la suite de la feuille. On est obligé de scanner l'intégralité de la feuille, puis ensuite d'imprimer l'intégralité de la feuille. Ce qui veut dire que tout doit rester en mémoire vive dans cette imprimante, le temps que ça imprime.
Ce qui veut dire que il n'y a pas la place de garder les couleurs et ce genre de trucs en mémoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire vive là-dedans, et il y en a déjà beaucoup pour réussir à faire ça, parce que en réalité, les scanners, même maintenant, n'ont pas tendance à enregistrer tout le contenu de la feuille avant de l'imprimer, sauf si ce sont des scanners pour des imprimantes laser, par exemple. Mais les imprimantes à jet d'encre, ils en ont habituellement rien à faire, et ils utilisent encore cette méthode de scanner la moitié, enfin un quart, un tiers, peu importe la mémoire vive qu'il y a à l'intérieur de l'imprimante, et ensuite, voilà. Bon, alors là, on lui a pas vraiment demandé son avis, mais elle a décidé de reparquer les cartouches, ce qui est assez chiant d'ailleurs comme truc, parce que ça veut dire que si on met trop longtemps à changer la cartouche, on est obligé de refermer et de réouvrir. Donc là, il me demande à nouveau l'heure, et il me dit qu'il y a une nouvelle cartouche noire. Il me demande si c'est une nouvelle cartouche ou si c'est une cartouche usagée. Donc je mets 2 parce que c'est une cartouche usagée. Enfin bref, il y a plein de petits trucs là-dessus, et il y a un menu très complet d'ailleurs dans cette imprimante, ce qui se faisait pas en fait à l'époque. Franchement, il y a très peu d'imprimantes qui faisaient ça. Un petit cadran avec un menu complet, avec les diagnostics directement dans l'imprimante, alors que habituellement pour envoyer les diagnostics sur une imprimante, il fallait habituellement faire une combinaison de touches, genre par exemple brancher l'imprimante tout en maintenant une touche, genre Paperfeed ou des trucs comme ça, et que ça faisait un test d'impression. Cette imprimante a littéralement tout un menu, etc., que je vous montrerai. Il en existait qui avait des menus aussi à l'époque, mais c'était vraiment les trucs haut de gamme, les trucs vraiment très chers. D'ailleurs, je vous montrerai une imprimante matricielle qui avait cette fonctionnalité. Alors un des petits trucs qui m'embête avec cette imprimante, c'est que je peux pas la faire fonctionner pendant que le capot est ouvert sur le devant. Donc je peux pas vous montrer le balayage de la tête, etc. Je vous montrerai ça sur une autre imprimante à jet d'encre, et je vous expliquerai comment fonctionne le principe des imprimantes à jet d'encre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais photocopier ce truc-là. Donc vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a quelques petits trucs assez intéressants, comme par exemple ici vous avez cette particularité qui consiste à ouvrir la partie scanner, enfin la partie où on met les feuilles pour le scanner, pour pouvoir ensuite loger les feuilles pour l'impression. C'est assez marrant de la façon qu'est fait tout le système d'insertion des feuilles. D'ailleurs, c'est pas super solide parce qu'il y a un petit cran qui est cassé, ce qui fait que ça tombe en arrière comme ça très facilement. Bon, c'est pas trop grave parce que je pense qu'elle marche même quand c'est poussé en arrière, sauf peut-être pour la partie photocopie où il faut que ce soit bien aligné. Donc hop, on met ça comme il faut dedans. Alors le problème avec ce genre de scanner, c'est qu'on peut pas scanner des trucs trop épais. Alors je sais pas trop ce que ça donne avec ce truc, donc on va voir ça tout de suite. On va faire une petite copie, donc on appuie sur le bouton copie ici, pouf. Ça demande le nombre de copies qu'on veut, donc on peut mettre de 1 jusqu'à 99, donc bon voilà, si vous voulez vous en servir comme photocopieur, clairement ça marche. On va faire 2, juste par plaisir d'en faire 2 de suite. Donc voilà, et là ça devrait réussir peut-être à... Voilà, en le poussant un petit peu, j'ai réussi à faire rentrer ce truc, plus ou moins. Bon, vous voyez, les trucs trop épais, ça marche pas, c'est problématique. Donc là, ça me marque recharger le document. Hop, voilà, donc ça ne le fera pas, c'est beaucoup trop épais. Alors je vais continuer à lui faire photocopier des trucs pas particulièrement faciles à faire rentrer là-dedans, comme par exemple ce petit manuel, c'est plutôt dans ce sens-là, avec les agrafes au milieu, et ouvert en 2 comme ça. Donc on va voir jusqu'où ça va, parce que très franchement, ce genre de système de scan, on comprend pourquoi il y en a pas tant que ça sur le marché. Donc hop, voilà, est-ce que ça marche? Donc ça arrive à avaler mon truc. Ok, ça a l'air de fonctionner, mais on va voir si les agrafes font tout bloquer. Non, ça marche. Donc voilà, ça scanne en plusieurs... Oh, ça bloque. Alors, je pousse... Ça veut pas. Ah, voilà, là, ça rentre. Là, voilà. Ok, ça rebloque, je tire un peu. C'est franchement pas génial. Donc, vous voyez la feuille sortir par là. Tac, voilà. Donc, si c'est des feuilles A4 standard complètement débiles, franchement, ça fonctionne parfaitement comme système de scan. Mais sinon, ben voilà, comme vous voyez, ça a quelques petits ratés. On va voir à quoi ça ressemble ensuite sur ce qui va sortir de l'imprimante, parce que très franchement, j'ai peur que ça ait barbouillé les endroits où ça a bloqué. Vous savez, genre, ça a mis les lettres en étiré ou je sais pas quoi. Je ne sais pas. Je sais pas du tout si c'est assez bien fait pour détecter ça, parce que vous avez peut-être essayé sur les scanners à plat de déplacer pendant que ça scanne. Bien sûr, ça fait absolument n'importe quoi. Donc, hop. Ah, bah j'ai l'impression que ça sort comme il faut pour l'instant.
Et si, ça fait exactement comme je le pensais. Regardez-moi ça. Quand ça bloque, bah voilà ce que ça nous fait comme bêtise. Eh bien, ça étire complètement les lettres jusqu'à ce que ça se soit débloqué. Donc, ouais, vaut mieux pas mettre n'importe quoi dedans pour le photocopier. Hein, c'est clair, ça ne marche pas super. Hein. Par contre, si vous regardez bien, hein, vous voyez que franchement, la qualité d'impression est très très bonne hein, pour une imprimante qui a 18 ans, 18-19 ans maintenant presque, parce que c'est un modèle de 98-99, ça je crois que celle-là date de 99. Donc bref, alors comme je l'ai dit, pour la réparer, juste un peu de graisse, sinon franchement tout le reste fonctionnait. Hein. La cartouche noire est neuve, la cartouche couleur et la cartouche d'origine, et elle est franchement en piteux état, donc ça m'étonne pas qu'elle marche pas. Pour les photocopies, comme je l'ai dit, ça le fait qu'en noir et blanc, donc en réalité avoir une cartouche couleur n'est pas indispensable, mais l'imprimante refuse de fonctionner si une cartouche couleur n'est pas insérée. C'est pour ça que la vieille cartouche couleur pourrie est encore dedans. Très franchement, si je pouvais m'en dispenser, je le ferais. Alors maintenant, on va regarder ce petit menu super lent qui permet de pouvoir lui paramétrer des trucs ou ce genre de choses. Vous voyez, il y a un bouton menu ici, pouf, et là il marque d'entrée le choix, et là ça met tout ce qu'il y a à faire, genre le contraste, les rapports d'impression, ce genre de trucs, configurer quoi, là, je sais pas, la télécommunication avancée ou je sais pas quoi, configurer la numérotation rapide, l'entretien pour en 8, et ensuite ça tourne en boucle. Donc on appuie sur 8 pour l'entretien, par exemple. Ensuite, il nous dit quoi choisir, donc imprimer la télécopie en mémoire, nettoyer les cartouches d'impression, imprimer la télécopie en mémoire, bah, il n'y a que ça, donc on va faire 2, et ça fait un test d'impression ainsi qu'un nettoyage des cartouches. Donc voilà à quoi ressemble un nettoyage de tête d'impression ainsi que son test d'impression qui va avec, parce qu'en fait il fait les deux à la fois, il nettoie et ensuite il fait quelques lignes, puis il renettoie, puis il fait quelques lignes, comme vous le voyez. Et si vous regardez attentivement le truc, elle en avait vraiment pas besoin parce que la ligne du haut est parfaitement écrite. Vous avez les petits chiffres ainsi que les petites lignes très fines qui sont totalement nettes. Il y en a pas qui manquent, que ce soit au niveau de 1 jusqu'à 45 là. Donc ça veut dire en gros si la petite ligne qui est au-dessus des numéros n'est pas visible au niveau de 1 ou de 45, là, l'autre bout ou n'importe où au milieu, ça veut dire qu'une des buses est bouchée, et ensuite vous avez ces grosses lignes, et ces grosses lignes c'est pareil, si on voit que elles sont non complètes, c'est-à-dire en gros, vous avez une ligne blanche, vous avez du noir, puis une ligne blanche, puis du noir à l'intérieur de ces grosses lignes épaisses, bah, ça veut dire qu'il y a encore besoin de nettoyer. Là, clairement, ça c'est un test parfait d'une cartouche d'encre, enfin, une cartouche d'encre, d'une tête d'impression qui marche parfaitement bien, et d'une cartouche d'encre qui est remplie aussi, hein, bien entendu. Donc, voilà. Alors, à savoir que les cartouches d'encre pour ces imprimantes coûtent vraiment pas cher du tout, parce que c'est une très très vieille imprimante, alors du coup c'est des très vieux stocks, mais surtout les cartouches d'encre pour ces imprimantes sont périmées. Alors du coup, on achète des stocks qui sont genre périmés depuis allez, on va dire 5-6 ans ou des choses comme ça, et elles marchent parfaitement bien comme vous voyez, donc parce qu'elles sont sous vide dans un emballage fait exprès pour que ça se conserve, donc normalement il y a absolument aucun problème. En tout cas moi je n'ai pas pu déplorer quoi que ce soit comme problème. On peut pour 10 € avoir les deux cartouches, donc frais de port compris si on cherche bien sur internet. Donc voilà, avec cette imprimante, vous avez vu que les combis imprimante plus scanner existent depuis beaucoup plus longtemps que beaucoup de gens pensent. C'est-à-dire qu'en réalité, on pense, vous savez, tout de suite à cette espèce de gros rectangle avec un scanner par-dessus l'imprimante, mais en réalité, bien avant, il y avait ce genre de truc. Et bah moi, j'ai pu voir ça à la bibliothèque de mon collège. Et il y avait cette fameuse imprimante qui faisait pester littéralement tout le monde, parce que rien ne pouvait rentrer dans le scanner, hein, à chaque fois que c'était un peu trop épais, ou qu'il y avait une agrafe ou un truc comme ça dessus. Ça posait toujours des problèmes, mais en tout cas ça existait. Il y avait aussi un truc pour pouvoir en mettre les enveloppes dedans, etc. Enfin, c'est assez complet. Le système pour centrer, vous voyez, est assez astucieux. Ça permet comme ça de centrer forcément ce que vous scannez à l'intérieur de la page qui est juste au-dessus. Donc vous pouvez comme ça juste bouger l'un des deux trucs et ça va le tenir droit. À peu près droit parce que ça part toujours un peu de travers en réalité. Vraiment les problèmes de cette imprimante. Mais très franchement, qu'on peut voir avec l'âge que ce genre de matériel a tendance à vraiment bien survivre. Hein. D'ailleurs, si on regarde comment c'est fait à l'intérieur, on peut voir la complexité ainsi que on va dire le niveau de construction habile et bien pensée, etc., de ce genre de machine par rapport aux machines d'aujourd'hui. Vous voyez que tout ça c'est en métal.
Ensuite, vous avez un ruban ici qui est relié aux cartouches d'encre, qui est vraiment solide, épais, solidement renforcé avec du plastique, etc., etc., avec des pistes super grosses, etc. Vous voyez pas super bien d'ici, mais en tout cas, ça peut faire des balayages pendant autant de temps qu'on veut, avant que ça coupe. Et ça, c'est souvent une panne qu'il y a dans les imprimantes à jet d'encre. Je vous ai déjà parlé de la cartouche qui contient directement les têtes, donc ça, il n'y a jamais de problème avec cette imprimante en termes de tête bouchée, ça ne se peut pas. Si on s'en est pas servi depuis genre 10 ans, il suffit de changer les cartouches, c'est tout. Et de toute façon, une imprimante avec les têtes qui seraient directement dans l'imprimante elle-même, si on garde les cartouches seraient sèches, donc forcément ça bousillerait la tête aussi. Donc sincèrement, c'est une très très bonne idée de faire ça. Par contre, ça baisse un peu la qualité d'impression, c'est plutôt fait pour faire beaucoup d'impressions et de la faire rapidement et bien et comme il faut, mais pas faire de la qualité photo ou ce genre de truc, parce que avoir une tête directement dans la cartouche d'encre, ça veut aussi dire avoir une tête d'une qualité assez moyenne. Ensuite, vous pouvez voir aussi l'énorme tige métallique sur lequel glisse le bloc de tête d'impression. Le fait aussi que quand c'est allumé, vous voyez, je peux pas bouger les têtes d'impression parce que le moteur, en gros, fait office de ressort. Vous voyez, il faut appuyer super fort. Et là, maintenant, ça me dit bourrage papier. Donc ça, c'est pas... Et maintenant, je peux le déplacer librement parce que le moteur ne fait plus de résistance vis-à-vis de ce truc-là. Donc ça, c'est vraiment un truc... assez spécial, j'avais jamais vu ça, faire ce petit détail, faire en sorte que il y ait quelque chose pour que ça reste bien en place pendant qu'on met la cartouche d'encre. Bien sûr, si on fait comme je viens de le faire, eh bien on se retrouve à créer une erreur. Donc voilà. Ensuite, il y a le système que vous pourrez pas voir de nettoyage des têtes d'impression, qui est exactement comme toujours chez HP, c'est-à-dire plutôt bien foutu. Et vous voyez ce truc là qui se déplace, qui permet de faire en fait le passage entre le mode scanner et le mode impression, pour pas qu'il y ait des résidus d'encre ou ce genre de truc qui aillent sur la feuille. Vous voyez cette espèce de capot qui se déplace. Donc voilà, donc j'ai pu libérer la place, et vous voyez cette espèce de languette en fait qui se balade comme ça, là, un bout de plastique, hop, qui est fait pour protéger en fait le système d'impression des feuilles scannées. Bon bah maintenant je vais éteindre l'imprimante et je vais vous montrer quelques petites particularités de cette imprimante en termes de connectique, parce que je vous en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais cette imprimante n'utilise pas l'USB. Mais on peut quand même s'en servir encore de nos jours grâce à certains accessoires qu'on peut trouver sur eBay pour absolument que dalle, et sous Linux grâce aux pilotes qui sont intégrés. Donc nous avons ce truc là, vous voyez au bout vous avez un câble, une prise USB tout bêtement, et de l'autre côté nous avons la prise Centronix, Centronix, je sais pas comment c'est censé se prononcer, des câbles parallèles qui se branchent sur les imprimantes. Donc voilà, avec ce petit adaptateur, on peut avoir un faux port parallèle sur son ordinateur, et un faux port parallèle, un port parallèle branché en USB, et pouvoir utiliser ce genre d'imprimante sans aucun problème. Alors je sais pas ce que ça donne sous Windows, je suis assez curieux d'ailleurs de savoir si c'est détecté par défaut, ou s'il y a besoin d'un pilote, ou je ne sais pas quoi qui n'existe pas sous Windows 7, donc je vais brancher ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors non, je vais essayer ce truc-là là-dessus et pas sur Pipo, parce qu'il a pas encore fini ses mises à jour de Windows Update, machin chouette et compagnie. Le problème avec ça, c'est que s'il me recherche un pilote sur Windows Update, nous serons bloqués. Donc je vais faire ça sur un petit ordinateur Samsung en très très mauvais état que quelqu'un m'a envoyé, mais qui fonctionne. Donc hop, j'allume ce truc grâce au bidouillage façon voleur de voiture avec les deux fils qui dépassent. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à trouver une disposition qui vous permet de voir à peu près cet ordinateur de très loin. Donc je suis curieux de savoir si ça marche encore sous Windows, parce que sous Linux en tout cas ça marche, mais nickel, aucun problème. Je pourrais même vous faire un test d'impression si ça vous amuse, hein, je vais le faire en guise de bonus en fin de vidéo. Donc, pop. Alors, il est en train de m'installer un truc, enfin en tout cas en train de me faire la recherche d'un nouveau périphérique. Donc, qu'est-ce que Windows me raconte? Oui, il m'a trouvé Windows, une Hewlett Packard OfficeJet série 700, qui n'a pas pu installer. Pas de pilote trouvé, qu'il me dit. Donc bah tant pis. Par contre USB Printing Support, parce que je sais pas pourquoi j'ai Windows en anglais là-dessus. C'est-à-dire le câble USB parallèle a été détecté et installé sans problème. Donc ça c'est complètement standard et ça devrait fonctionner sur n'importe quel ordinateur. Donc c'est parti pour essayer de voir si on peut pas installer un pilote manuellement. Un truc que j'ai trouvé marrant, c'est que j'ai une imprimante de chez HP pas si ancienne que ça,
et il m'oblige à passer par Windows Update pour télécharger les pilotes, parce que le pilote d'HP, oui, enfin le pilote d'HP, mais surtout le site internet d'HP ne propose plus les pilotes. Je ne comprends pas, je suis très perplexe, mais en gros il dit passez par Windows Update et démerdez-vous. Le problème c'est que Windows Update est tellement lent, je n'ai jamais pu installer cette imprimante sur cet ordinateur, je ne sais pas pourquoi, alors que encore une fois, sous Linux ça fonctionne nickel, donc bon. Alors dans autre périphérique, j'ai ma fameuse Hewlett Packard. Je clique sur pilote, mettre à jour les pilotes, chercher un pilote manuellement, dans une liste. Non, visiblement, ils n'ont pas. On va essayer avec générique, text only. Bon, allez, on va essayer de voir ce que ça donne, parce que, franchement, je ne suis pas sûr qu'elle supporte ce mode-là, cette imprimante, mais beaucoup d'imprimantes, autrefois, supportaient le fait d'envoyer directement du texte par le câble parallèle, et ça l'imprimait directement. Ce qui était assez spécial comme technique, mais ça marchait. Donc je vais voir ce que ça donne là. Donc je vais dans les imprimantes. Bon, malheureusement le problème c'est qu'en faisant ça, bien sûr, ça ne va absolument pas imprimer à la capacité réelle de cette machine, hein, si elle supporte ce mode, hein, si seulement elle supportait. Voilà, test d'impression, voyons ce qui sort de cette machine. Alors j'ai l'impression que ça marche. Donc visiblement, cette imprimante est encore compatible avec le mode texte seul, comme beaucoup d'imprimantes parallèles en fait. Ouais, c'est en train de m'imprimer toute une page, ouais, c'est bien ça. Avec marqué avec marqué quelques trucs à propos de la configuration de l'imprimante et du pilote utilisé, ce genre de trucs. Donc ça, littéralement, c'est la méthode qui permet de faire fonctionner n'importe quelle imprimante, ou presque, en port parallèle, surtout si ce sont des imprimantes matricielles, ça fonctionne toujours avec ce pilote. Sauf que ça utilisera la police qui est incorporée dans l'imprimante, donc en gros ça vous permettra de faire absolument rien en termes de traitement de texte, à part utiliser une police intégrée dans l'imprimante, c'est-à-dire il y en a vraiment très très peu, hein. Il y a un truc, je crois qu'il y a 4 polices ou un truc comme ça dans la plupart des imprimantes matricielles, et il faut le choisir par des boutons et ça imprime tout dans la même police. C'est vraiment une technique de pauvre pour pouvoir imprimer avec les très très vieilles imprimantes. Celle-là visiblement a une police par défaut, je sais même pas si c'est faisable de pouvoir configurer une police différente, je ne sais, aucune idée, je ne savais même pas qu'elle était capable de faire ça. Bon, à moins de se faire chier un certain temps pour retrouver des pilotes on ne sait où sur internet, je pense qu'on peut abandonner d'essayer d'avoir mieux sous Windows. En tout cas, je viens d'allumer un petit ordinateur sous Ubuntu, c'est une distribution Linux hein, pour information, c'est-à-dire qu'en gros c'est Linux dans un sens, avec les modifications habituelles et les ajouts habituels bien sûr, parce que certaines personnes assez rigoureuses vont me dire que Linux ça veut rien dire, parce qu'il manque plein de trucs si on n'utilise que Linux, c'est que le noyau, c'est-à-dire en gros les pilotes et ce qui permet de faire fonctionner l'ordinateur, donc en effet il manquerait pas mal de trucs, mais bon on va pas être rigoureux, c'est beaucoup plus joli de dire Linux c'est pas GNU Linux, c'est plein d'autres bazars, donc parce que en plus GNU Linux non plus c'est pas tout, donc je sais pas pourquoi on gueule autant pour le fait qu'on ait oublié tout ce qui est suite logicielle GNU, alors qu'en réalité il y en a plein d'autres, il y a l'environnement de bureau comme LXDE qui est là-dessus, donc si on doit donner le nom de tout, bon bref on va arrêter de parler de ça. Donc bref, je branche cette imprimante, clic, c'est fait. Donc ensuite je vais ici, je vais dans les paramètres donc d'impression, donc est-ce que c'est dans outils système? Oui, imprimante c'est dans outils système, donc je clique sur imprimante, voilà. Alors ça met longtemps à s'ouvrir parce que cet ordinateur c'est un Intel Atom, super lent. Donc ensuite on va ajouter une imprimante en cliquant sur ajouter. Alors c'est Ubuntu hein, que j'utilise pour être plus précis, c'est-à-dire une version light pour fonctionner sur ce genre de vieux machin. Ensuite dans les périphériques, il y a déjà HP OfficeJet 700, ce qui est la même chose que la 710 hein, d'ailleurs. Donc connexion USB, suivant, pouf. On attend un petit peu la recherche de pilote. Voilà, c'est fini. Maintenant ça devrait ou nous afficher une liste de pilotes si jamais le pilote n'est pas forcément, enfin on va dire il y en a plusieurs, ou il en est pas certain, etc. Ou il fait comme maintenant, où il a choisi lui-même le pilote, il suffit d'appuyer sur appliquer, et voilà, on a maintenant l'invité qui nous dit est-ce que vous voulez imprimer une page un test d'impression. Donc ce que je vais faire c'est que non, je vais refuser le test d'impression, je vais regarder dans les propriétés de l'imprimante. Et vous allez voir certains trucs, donc option de l'imprimante, par défaut elle est en couleur, mais je vais la mettre en noir et blanc, voilà, pouf.
grayscale qui veut dire niveau de gris, hein, pour information, nuance de gris. Et ensuite, voilà, à ne pas confondre avec un très mauvais film d'ailleurs. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, papier standard, etc., etc. Ensuite, options des tâches d'impression. Alors, c'est pas exactement la même chose. C'est pas des options du pilote, mais les options qui sont données au programme au moment de l'impression. Donc le programme, on va lui dire de prendre par défaut monochrome pour être en noir et blanc, même si le fait de l'avoir mis dans les options de l'imprimante devrait faire en sorte que c'est suffisant. Je préfère m'amuser à modifier quelques trucs. Alors il y a la mise à l'échelle, c'est-à-dire en gros, si vous voyez que l'imprimante a tendance à couper les bordures, ce qui n'est pas le cas de cette imprimante et ce qui est le cas de pratiquement aucune imprimante, vous pouvez faire en sorte que, au lieu que ça s'affiche à 100% de la taille de la page, quand vous imprimez un truc, vous pouvez faire en sorte que ce soit à 98%, c'est-à-dire ça réduira un tout petit peu tout ce qui est imprimé à l'intérieur de la page pour faire en sorte que ça tienne. Une petite modification à faire avec certaines imprimantes, mais franchement, comme je le disais, c'est très rare. Le nombre de copies par défaut à chaque fois qu'on lance une impression, ce genre de truc, si vous voulez faire en sorte que ça copie toujours 2 fois chaque page, ou si vous voulez faire en sorte, si l'imprimante a une option recto verso, que le recto verso soit coché par défaut, c'est là-dedans. Donc ensuite on clique sur OK, bon, je reviens à l'intérieur du truc par un double clic, et je fais imprimer la page de test. Pouf, voilà, c'est parti pour envoyer un test d'impression à cette imprimante. Franchement, le rendu de cette imprimante est franchement largement suffisant encore aujourd'hui pour n'importe quel document qui ne serait pas en couleur. Et même les documents en couleur, d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir de la qualité qu'elle donne en couleur, il n'y a pas forcément besoin non plus de mieux que ça pour tout ce qui est documents administratifs et ce genre de trucs. Ça devrait normalement suffire largement. Bien sûr, c'est pas du tout fait pour les photos, mais ça ne l'a jamais été. Ça a toujours été une imprimante de bureautique, ça. Voici la qualité que ça donne. Donc, vous voyez que c'est particulièrement net et que chaque couleur est rendue par des nuances de gris, hein, comme sur n'importe quelle imprimante qui fait seulement le noir et blanc, genre les imprimantes laser, ce genre de truc. Et c'est plus net qu'une imprimante laser avec un rouleau usé, par exemple, ou ce genre de choses. Très franchement, quand la tête d'impression, en tout cas, est propre, cette imprimante a vraiment un rendu très très bon pour une imprimante qui va avoir 20 ans bientôt, quoi. Vous pouvez malgré tout remarquer le trucage qui est fait, qui est exactement le même que dans les imprimantes actuelles d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus fin, donc ça se voit beaucoup moins, pour faire les nuances de gris. Vous voyez qu'en réalité c'est une matrice de points qui est écartée de noir, de vrai noir, quoi, et de blanc complet. Alors là il faut bien entendu toucher l'objectif de la caméra pour pouvoir le voir, hein, parce que je dois vraiment rapprocher la feuille à fond. Donc vous voyez, ça c'est presque du blanc, puis ensuite c'est des nuances de gris jusqu'au noir. Alors maintenant, un tout dernier truc à montrer dans cette imprimante, c'est tout simplement son apparence. Donc vous voyez que là, vous avez cette espèce de chose amovible, hop, qui permet de mettre les feuilles ainsi que tout ce qui se scanne, qui s'en va complètement. Voilà, donc ça s'en va, c'est composé de plein de petits trucs, etc. C'est assez complexe. Sans cette chose-là, cette imprimante ne fonctionne pas, alors qu'habituellement, sans la plaque arrière, il suffit juste de mettre les feuilles une par une à l'intérieur de la fente que l'on voit. Mais sans cette chose-là, cette imprimante est juste incapable de prendre les feuilles, parce que ça contient quand même une partie du mécanisme, notamment cette partie-là qui permet de défleurer une feuille et d'en prendre une, avec un rouleau qui va appuyer là. Je pense que charger manuellement une feuille serait assez difficile, même si c'est sûrement faisable. En tout cas, c'est clairement pas pratique. Comme je vous l'avais montré, vous voyez qu'on peut l'ouvrir pour mettre plus facilement les feuilles dedans. Vous avez le système comme ça qui permet d'aligner les deux côtés pour que ce soit bien centré. La petite rallonge pour pas que... Oh, qu'est-ce que ça grince! Cette petite rallonge pour pas que les feuilles fassent foup derrière et donc risquent de ne pas rentrer comme il faut dans l'imprimante. Sur le devant de l'imprimante, vous avez cette chose-là qui peut s'ouvrir un peu plus en longueur pour déposer les feuilles, ce qui n'est pas indispensable, ça peut rester comme ça et les feuilles normalement restent dedans sans problème, ou vous pouvez l'entrouvrir très légèrement si jamais ça tombe, hein, je ne sais pas trop pourquoi ça le ferait, parce que d'expérience ça ne tombe jamais, à moins que l'imprimante soit légèrement inclinée, je ne sais pas, mais généralement vaut mieux pour une imprimante à jet d'encre qu'elle soit alignée avec le sol, sinon ça peut poser quelques légers problèmes en termes de nettoyage des cartouches, ce genre de trucs, ou la façon que l'encre se diffuse à l'intérieur de l'éponge qu'il y a dans les cartouches, donc vaut mieux que l'imprimante soit bien d'aplomb, quoi. Donc vous avez bien pu voir le dessus, vu de devant comme ça donne ça.
Voilà, bon, rien de spécial à voir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'arrière de l'imprimante. Donc à l'arrière, vous avez le port Centronix dont je vous avais parlé pour pouvoir mettre nos fameux trucs, genre câble parallèle ou l'adaptateur. Mais vous avez aussi ici cette partie-là qui dépasse, qui est en réalité un modem bas débit pour la fonction fax. Et la prise d'alimentation se trouve de l'autre côté de cette boursouflure. Alors je n'ai jamais compris pourquoi la fonction fax était dans un petit module comme ça, enfichable à l'arrière, qui dépasse un max et qui fait un peu chier tout de même, hein, on peut le dire. Mais il doit y avoir une raison, je sais pas. Est-ce que c'est par rapport... il y a marqué connectable au réseau public français, alors peut-être que pour le fax, on a besoin d'un modem différent suivant les pays ou ce genre de choses. Peut-être que c'est le cas aussi pour le bas débit classique, mais là franchement je m'en rappelle plus du tout. Il me semblait pourtant qu'on pouvait utiliser n'importe quel modem. Enfin bref, en tout cas voilà, nous avons cette espèce de petit module avec son petit connecteur au bout. Enfin, en gros, c'était vraiment une imprimante qui contenait énormément de choses pour l'époque, qui était vraiment un combi tout en un, à une époque où on n'en faisait vraiment pas beaucoup, si ce n'est pratiquement aucun. Donc voilà, bah, je pense que je vais pouvoir terminer la vidéo là-dessus, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!